Je marchais tranquillement quand deux filles, totalement inconnues, m'ont soudain appelé par mon prénom. Ryan, c'est un peu fou, mais la baby shower de notre meilleure amie se passe en ce moment. Tu pourrais faire comme si tu étais son petit copain, le père du bébé. Elles avaient l'air complètement à bout et m'ont expliqué la situation en vitesse. Son ex, complètement barjot, avait déjà tenté de foutre le feu à leur maison pendant qu'elle était dedans et il devait pointer à 15 heures pour soi-disant récupérer ce qui lui appartient. Complètement irrationnel, mais je les ai suivis jusque dans une maison bariolée de ballons roses et de guirlandes, petite fille. En fait, je ne comprenais toujours pas comment elle connaissait mon prénom. Ton sac de sport, m'a lancé l'une d'elles en me montrant l'étiquette. S'il te plaît, il a dit qu'il arrivait à 15h, il est 14h15. Je me suis donc retrouvée, sans vraiment trop réfléchir, plongée dans un salon envahi de femmes qui m'ont toutes dévisagé d'un air surpris. Et là, je l'ai vue, Becky, celle de mon cours de littérature comparée en 2e année, la fille à qui je n'ai jamais osé adresser la parole, aujourd'hui enceinte de 8 mois, les traits tirés, comme assommée par la fatigue. On aurait dit un mauvais gag de l'univers. Tout le monde, voici Ryan, ont balancé les filles. Le père. Becky a écarquillé les yeux en me reconnaissant, mais elle a parfaitement joué le jeu. « Salut chérie », a-t-elle lâché, la voix toute douce. Sa copine m'a vite entraîné à l'écart. Richard a envoyé des vidéos toute la matinée. Il a complètement pété les plombs. Tu restes là, tu joues les mecs rassurants jusqu'à son arrivée, après il va dégager. Je me suis donc installé près de Becky, pendant qu'elle ouvrait les cadeaux, et même si l'ambiance essayait de rester légère, la tension était palpable. Soudain, son téléphone a vibré. Elle m'a montré une vidéo de Richard. J'arrive récupérer ce qui m'appartient. Tu pensais vraiment pouvoir me remplacer ? Becky a soufflé. C'est la 6e vidéo aujourd'hui. Un peu plus loin, une femme d'un certain âge glisse à sa voisine. Tu te souviens ? La fois où Richard lui a balancé une bouteille à la tête à Noël ? La mère de Becky s'approche de moi, visiblement émue. Merci d'être là. La dernière fois qu'il est venu quelque part, il a cassé le nez de la copine qui a essayé de s'interposer. À 14h30, nouvelle vidéo de Richard, cette fois dans son pick-up. Dites à tout le monde de dégager s'ils veulent pas d'emmerde. Petit à petit, la pièce est gagnée par le silence. Chacun surveille les fenêtres du coin de l'œil. 14h40, autre message. Jolie déco rose. J'arrive. Une amie murmure. Il a repéré la maison, c'est sûr. Il doit déjà tourner dans le quartier. Becky tente de se concentrer sur un body minuscule, mais ses mains tremblent. Quelqu'un souffle. La dernière fois qu'il s'est incrusté à une fête, 4 personnes ont fini aux urgences. À 14h50, le téléphone de Becky sonne. Elle décroche sans faire gaffe. Le haut-parleur s'active. Richard hurle. Je vois qu'il y a du monde. C'est mignon. 10 minutes. Tout le monde s'éloigne de l'entrée. Les femmes récupèrent les enfants, filent à l'arrière. On appelle la police ? Demande la mère de Becky. Ils ne bougeront pas tant qu'il n'a rien fait, répond quelqu'un, fataliste. 14h55, un message avec une photo de la maison prise de dehors. J'ai compté une 20aine de voitures. J'espère que ton nouveau mec est prêt. Instinctivement, Becky se colle derrière moi. On n'entend plus rien à part un dessin animé qui tourne dans le fond. 15h pile, on entend le moteur d'un pick-up qui gronde dehors. Musique à fond, puis silence brutal. Des pas lourds sur la terrasse, la porte ne frappe même pas, elle s'ouvre d'un coup. Richard déboule comme chez lui. Grand, tatouage jusque dans le cou, débardeur laissant voir les bras couverts d'encre. Il m'identifie direct ? Alors, c'est toi le remplaçant. Sa voix est posée, mais c'est encore plus inquiétant. Je viens chercher Becky, tu vas devoir dégager. Il ricane. Elles ont fait venir un videur ? C'est touchant. Je le regarde droit dans les yeux. Je ne suis pas un videur. Je suis le père. Son visage se ferme, passe de la moquerie à la menace. Tu viens de dire quoi ? Becky sort de derrière moi, s'adresse à lui, ferme. Tu l'as entendu, Richard. C'est mon enfant, Becky. On a été ensemble 4 ans. Non, Richard. On s'est séparés il y a 10 mois. Fais le calcul. Il fait mine d'avancer. Je m'interpose. C'est une fête de famille. Je lui lance. Tu n'as rien à faire ici. Famille ? Il scrute la pièce. Tout le monde ici le sait. C'est mon bébé, dites-lui. La mère de Becky lâche, glaciale. Ici, tu n'es pas le bienvenu. Richard devient écarlate. Crache. Vielle folle. Je me plante devant lui, sans bouger. Fais attention à ce que tu dis. Là, il semble réaliser qu'il fait une tête de moins que moi. Tu penses impressionner quelqu'un avec ta taille ? J'ai vu bien pire à l'étranger. Tant mieux pour toi, je réplique. Becky d'une voix plus ferme. Richard, tu as eu les résultats du test ADN. Tu sais très bien que ce n'est pas le tien. Ces tests, c'est facile à truquer. Alors fais-en un autre, devant un juge. Mais aujourd'hui, tu pars. Je tranche. Il balaie la pièce du regard. Une 20aine de smartphones braqués sur lui. Une amie de Becky armée d'un club de golf. Moi bloquant la route. C'est pas fini, lance-t-il en reculant. Alors là, pas du tout. Il me pointe du doigt. Je vais tout savoir sur toi. Je souris. Bonne chance. Il claque la porte. Un cadre tombe du mur sous la violence du choc. D'un coup, c'est comme si tout le monde se remettait à respirer. Becky s'écroule sur une chaise. Merci, murmure-t-elle. Tu n'as pas idée de ce que tu viens de faire. Sa mère fond en larmes. Il est vraiment parti. Il ne fait jamais ça d'habitude. On a essayé tant bien que mal de reprendre la fête, mais tout le monde était encore sonné par ce qui venait de se passer. Becky ouvrait ses cadeaux sans vraiment y prêter attention. Une 20aine de minutes plus tard, je l'ai accompagnée jusqu'à ma voiture pour aller chercher quelque chose, et c'est là qu'on a découvert que les 4 pneus étaient crevés.
Oh mon Dieu, a soufflé Becky. Son téléphone a vibré aussitôt. Un message de Richard, accompagné d'une photo de ma plaque d'immatriculation. Ryan, diplômé de Berkeley, 3712 avenue des Pins, appartement 6C. À très vite, héros. J'ai senti un frisson glacé me traverser. Il avait mon adresse. Je suis resté figé devant l'écran, relisant le message en boucle. Il connaissait tout, mon adresse complète, mon numéro d'appartement, rien ne lui échappait. Becky, toujours près de moi, fixait les pneus éventrés. Je sentais qu'elle tremblait. « Ryan, je suis désolée », a-t-elle murmuré, la voix brisée. Tout ça, c'est à cause de moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir que les femmes de la baby shower sont sorties de la maison, se regroupant dans l'allée pour former une sorte de rempart autour de nous. Blake a joué des coudes pour arriver jusqu'à moi, déjà au téléphone. « Oui, il nous faudrait un agent au 4782 rue Maple », disait-elle calmement. Il y a eu des dégradations et des menaces. Je ne pouvais pas détacher mon regard de mes pneus. Sur chacun, 4 entailles nettes. Richard avait pris tout son temps, veillant à ce que je reste coincé ici. Les femmes parlaient toutes en même temps. Les voix se mêlaient entre angoisse et colère. Au bout de 15 minutes, une jeune policière est arrivée, sans doute à peine sortie de l'école, le visage déjà fatigué. Elle a pris des photos, noté notre récit, mais je voyais bien à son air que ça n'irait pas loin. « Il vous a menacé par texto et a crevé vos pneus, c'est bien ça ?» a-t-elle vérifié en consultant ses notes. « Mais vous ne l'avez pas vu faire ?»« Qui d'autre que lui ?» a répliqué Lorraine. « Il est parti juste après avoir menacé tout le monde. » L'agente a soupiré. « Tant qu'on n'a pas de preuves directes et sans violence, c'est compliqué. Il aurait fallu des menaces plus claires. Un « à bientôt », ce n'est pas suffisant pour parler de menaces. Tout le monde s'est mis à parler en même temps. Certaines ont évoqué l'incident de Noël, d'autres le nez cassé. L'agente secouait la tête, imperturbable. « Il a blessé quelqu'un aujourd'hui ? Ici ? Maintenant ?» a-t-elle insisté. « Il faut vraiment attendre qu'il fasse du mal à quelqu'un ? C'est ça que vous nous dites ?» s'est exclamé Blake, cinglante. « Je suis désolée, c'est la loi. Vous pouvez demander une ordonnance d'éloignement. On a déjà essayé, » a soufflé Becky. Son avocat a réussi à faire annuler la dernière. Il a dit que je me vengeais à cause de ma grossesse. L'agente a fini par partir, me laissant un numéro de dossier pour l'assurance. On est resté là, dans l'allée, désemparés. Lorraine a fini par briser le silence. « On va te ramener chez toi. Tu dois récupérer tes affaires. Je ne peux pas vous demander ça. Tu ne demandes rien, » l'a coupé Samantha. « On t'emmène, point. Allez, viens. » Becky m'a attrapé le bras alors que je m'apprêtais à partir. « Tu ne peux pas y retourner, pas pour y passer la nuit. Il sait où tu habites. » Sa mère a acquiescé. « Tu restes ici ce soir. On a une chambre d'amis. » J'avais envie de protester, de dire que ce n'était pas mon problème, que j'en avais déjà assez fait. Mais en croisant le regard de Becky, sa peur évidente, j'ai compris que le retour en arrière n'était plus possible. Le trajet jusqu'à mon immeuble s'est fait dans un silence pesant. Lorraine conduisait, tandis que Samantha scrutait sans cesse les rétroviseurs pour vérifier qu'on n'était pas suivi. Sur place, tout paraissait normal, mais je ne voyais plus mon immeuble de la même façon. Tout semblait menaçant. « Dépêche-toi », a glissé Lorraine. On entre, on sort. Mon appartement était au 6e. On a pris l'escalier, sur l'insistance de Samantha qui trouvait les ascenseurs trop risqués, sans issue si Richard débarquait. À l'intérieur, j'ai attrapé un sac de sport, balancé quelques fringues, mon ordi, le chargeur, 2-3 dossiers de boulot. Mes mains tremblaient et ça m'agaçait. Ce n'était pas à moi d'avoir peur, pas à moi de fuir. Mon voisin, Monsieur Chen, est passé la tête par la porte, alors qu'on partait. « Tout va bien, Ryan ? Ces dames sont des amies à toi ? » « Oui, ça va, » ai-je menti. Puis je me suis ravisé. « Si jamais tu vois un type avec des tatouages au cou qui demande après moi, appelle la police. Il est devenu grave. Tu as des soucis ? Peut-être. Sois prudent. » De retour chez Blake, on s'est retrouvés autour de la table de la cuisine comme pour préparer un plan de bataille. Becky, téléphone à la main, faisait défiler des mois de messages de Richard, de plus en plus inquiétants. « Regarde celui-là », m'a-t-elle montré, un texto d'il y a 3 semaines. Une photo d'elle au supermarché avec « joli melon que tu achètes ». Un autre, prise chez le médecin. « J'espère que le bébé va bien. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. » Blake a sorti un dossier épais et l'a posé sur la table, lourdement. « Rapport de police », a-t-elle expliqué. 2 ans d'histoire et rien ne tient jamais. J'ai parcouru les pages. Harcèlement, filature, dégradation, non-respect de l'ordonnance. Je me demandais comment Ryan avait pu se retrouver plongé dans un cauchemar pareil, juste pour avoir voulu rendre service. Quand j'ai vu ces femmes ramasser mon sac de sport sans hésiter, j'ai compris à quel point elles étaient à bout. Sur chaque rapport, toujours la même mention, sans suite ou preuves insuffisantes. Il sait exactement jusqu'où il peut aller, a commenté Blake. Il ne dépasse jamais vraiment la limite, toujours assez pour rester dans les clous, et il a ses alibis tout prêts. À 9h, on rangeait les restes de la baby shower. Les serpentins roses qui tombaient, les ballons éclatés, la banderole bébé-fille repliée. Ranger, tout ça faisait mal, comme effacer des souvenirs qui auraient dû être heureux. Blake lavait la vaisselle, je l'aidais à essuyer. « Tu dois comprendre une chose », a-t-elle dit à voix basse. « L'incendie, c'est lui. Becky a eu de la chance d'être encore en vie. Elle dormait, c'est la fumée qui l'a réveillée. Si sa coloc n'était pas rentrée plus tôt, elle n'a pas fini, pas besoin. L'enquêteur a conclu à un défaut électrique, a-t-elle repris. Mais on sait très bien,
Richard était au bar avec des copains, tous lui servent d'alibi. Il a toujours quelqu'un pour mentir pour lui. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai hésité, mais Blake m'a fait signe de décrocher. Allô? Ryan? Mon pote? La voix de Richard était chaleureuse comme si on était amis de longue date. Écoute, je crois qu'on est mal partis. Pourquoi ne pas se retrouver juste tous les deux pour en parler tranquillement? J'ai lancé un regard à Blake, déjà en train de griffonner quelque chose sur un bloc-notes. J'ai mis le haut-parleur. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Richard. Allez mec, tu sembles quelqu'un de sensé. Tout ça, ce n'est qu'un malentendu. Becky et moi, on a une histoire, tu comprends? Parfois, les couples se prennent la tête. Vous n'êtes plus ensemble depuis 10 mois. Sa voix s'est faite plus dure. C'est elle qui t'a raconté ça? Laisse-moi deviner. Elle t'a aussi dit que le bébé n'est pas de moi? C'est le test ADN qui me l'a dit. Un silence s'est installé. Puis Richard a éclaté de rire, mais c'était un rire sans joie. Ces tests, ça peut se tromper. Les labos font des erreurs. Mais bon, on peut arranger ça. Demain, un café? Je sais que tu vas souvent au bar de la rue du 3. Mon estomac s'est noué en comprenant qu'il m'observait depuis un moment. Je vais raccrocher, Richard. Pas de problème. On se reparle très vite. La ligne s'est coupée. Blake avait déjà noté le numéro, l'heure, tout ce qu'il fallait. Une demi-heure plus tard, Becky est descendue en pyjama, la main posée sur son ventre. J'arrive pas à dormir. Le bébé fait des galipettes. Elle s'est installée prudemment sur le canapé et je voyais bien qu'elle était à bout, lessivée, pas seulement par la journée mais par des mois comme ça. Je suis désolé que tu te retrouves mêlée à tout ça, a-t-elle soufflé. Ce n'est pas ta faute. Elle a laissé échapper un rire amer. C'est moi qui l'ai choisi. Je suis resté même après la première fois où il m'a frappé. Blake a voulu intervenir, mais Becky a continué. Après, il s'est mis à pleurer, il s'est agenouillé, il m'a supplié de lui pardonner, il disait que c'était le stress du retour de mission, qu'il allait se faire aider, et j'y ai cru. Elle caressait son ventre, là où le bébé bougeait sous sa main. Au début, il était tellement charmant. Il m'apportait des fleurs chaque semaine, il trouvait toujours les mots justes. C'est toujours comme ça avec eux, a soufflé Blake. Le contrôle, c'est venu petit à petit, a repris Becky. Il n'aimait pas mes amis, il trouvait mes vêtements trop voyants, il s'énervait si je ne répondais pas assez vite à ses messages. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'étais déjà prise au piège. Le lendemain matin, je me suis réveillée sur le canapé de Blake, réveillée par sa voix au téléphone. J'avais le dos en vrac, la nuque raide, mais ça n'avait aucune importance. Blake faisait les 100 pas, la voix pleine de tension. Non, vous ne comprenez pas, il passe à la vitesse supérieure. Hier, c'était juste le début. Oui, j'attends. Elle a couvert le combiné et m'a adressé un regard. Avocate. Richard avait envoyé des mails toute la nuit. Des mails, à tout le monde, le patron de Becky, son proprio, ses cousins. Il était même remonté jusqu'à ses anciens amis du lycée sur Facebook. À tous, il répétait qu'elle était mentalement instable, qu'elle lui cachait son bébé. Becky est descendue lentement, une main dans le dos. Il essaie de me pourrir la vie. Il veut que je n'aie nulle part où aller, à part retourner vers lui. L'avocate, quand Blake l'a remise en ligne, a confirmé ce qu'on savait déjà. C'est de la diffamation, a répété Blake, comme pour s'en convaincre. Classique, détruire la réputation avant la prochaine attaque. À midi, on était au commissariat. L'inspecteur Jérôme Doulet, la cinquantaine, cheveux poivre et sel, l'air épuisé. On sentait qu'il avait déjà vu ça. « Monsieur Thompson, mademoiselle Martinez », a-t-il dit en lisant nos dépositions. Je comprends que ce soit frustrant, mais techniquement, Richard n'a rien fait d'illégal. Il m'a crevé les pneus, ai-je répliqué. Vous pouvez le prouver? Quelqu'un a vu quelque chose? Une vidéo? Il m'a envoyé un texto juste après, avec mon adresse. C'est circonstanciel, ça pourrait être une coïncidence. Becky a ricané, sans aucune joie. Une coïncidence, bien sûr. L'inspecteur Doulet s'est penché vers nous. Écoutez, je vous crois. Je fais ce boulot depuis 20 ans, je connais ces profils. Mais la loi réclame des preuves, du concret. Installer des caméras de surveillance, notez tout. Dès qu'il dépasse la limite, il faut qu'il arrive quelque chose de grave avant, c'est ça, a coupé Becky. Je sais, tout le monde me sort la même chose. Je suis désolé, c'est comme ça que ça marche. On est sorti du commissariat encore plus dépité qu'en y entrant. Lorraine nous attendait dehors pour nous ramener chez Becky. Elle avait besoin de récupérer des vêtements, surtout avec le bébé qui ne tarderait pas. Mais en arrivant devant l'immeuble, la porte de son appartement était entrouverte. « Non !» a lancé Lorraine, retenant Becky qui s'apprêtait à attraper la poignée. « Laisse-moi passer d'abord. » Lorraine a poussé la porte du pied. À première vue, tout semblait normal. Rien de déplacé. La cuisine propre, le salon rangé. Mais soudain, Becky a eu un hoquet de peur. Sur son oreiller, il y avait un petit chausson rose, un de ceux de la baby shower de la veille. « Il est venu ici », a murmuré Becky. « Il a un double des clés. Il est allé dans ma chambre. J'ai sorti mon téléphone pour appeler la police, mais on savait très bien ce qu'ils allaient répondre. Pas d'effraction, rien de volé, rien de cassé. Juste un chausson posé sur un oreiller. Il veut me montrer qu'il peut m'atteindre quand il veut, a soufflé Becky, reculant hors de l'appartement. Blake a appelé un serrurier et on a attendu dans le couloir. 3 heures et 500 € plus tard, toutes les serrures étaient inchangées. Le serrurier, un certain Frank, la soixantaine, secouait la tête en travaillant. « C'est la 3e fois cette semaine », a-t-il commenté. « Beaucoup de femmes avec des soucis d'ex en ce moment. »« En ce moment ?» a demandé Blake. « Enfin, tout le temps, j'imagine. Mais là, c'est pire. Comme si certains types avaient oublié ce que l'on voulait dire. Le 4e jour, j'ai tenté de reprendre le travail.
pensant qu'un peu de routine me ferait du bien. Mais dès mon arrivée, mes collègues me jetèrent des regards étranges. Ryan m'a appelé ma chef, Janet, dans son bureau. On a eu de la visite hier. Mon estomac s'est serré. Il disait être le père du bébé de ta compagne, que tu l'avais enlevé. Il avait l'air bouleversé. Janet, je peux tout expliquer. Elle a levé la main. Je ne veux pas de détails, mais quoi qu'il se passe dans ta vie privée, il ne faut pas que ça déborde au travail. Il a fait tout un cirque. La sécurité a dû le mettre dehors. Je suis désolé. Il est dangereux. C'est l'ex de ma compagne. Tu veux quelques jours pour régler tout ça? J'aurais voulu dire non, que j'avais besoin de bosser pour penser à autre chose, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle préférait me voir partir jusqu'à ce que tout soit réglé. Oui, peut-être quelques jours. Le soir même, Becky m'a appelé en larmes. Quelqu'un qui se faisait passer pour son mari avait annulé tous ses rendez-vous médicaux auprès de ses médecins. Je suis enceinte de 8 mois, sanglotait-elle. J'ai besoin de ces rendez-vous. Le bébé peut arriver d'un moment à l'autre. Blake a passé des heures au téléphone à chercher de nouveaux médecins, à expliquer la situation. La plupart étaient peu compréhensifs, mais inquiets. Une secrétaire a avoué qu'ils avaient déjà eu des soucis avec des ex violents. On peut la recevoir, mais il faudra qu'elle prenne un faux nom, pour sa sécurité, a-t-elle confié. 5e jour. J'étais installé dans mon café habituel, essayant de retrouver un soupçon de normalité, quand Richard est venu s'asseoir en face de moi. Il affichait un sourire comme si on était de vieux copains. « Ryan !» a-t-il lancé en s'installant. « Je suis content qu'on puisse enfin discuter. Ma main s'est crispée sur ma tasse, mais j'ai gardé une voix posée. Tu devrais partir. Endroit public, pays libre. » Il a sorti son téléphone et s'est mis à faire défiler des photos. « Tu sais, je me suis renseigné sur toi. Diplômé de Berkeley, bon boulot chez Morrison Tech, casier vierge. » C'était des photos de moi, au travail, à la salle de sport, en train de récupérer mon courrier la veille. Pourquoi risquer autant pour une fille que tu ne connais même pas? Il continuait à faire défiler les images. Là, c'est toi chez tes parents à Noël dernier. Belle maison, banlieue tranquille, clôture blanche. Le message était limpide. Il connaissait tout de ma vie. Tu es en train de rassembler les preuves de ton propre harcèlement, ai-je dit, essayant d'avoir l'air plus sûr de moi que je ne l'étais. Merci pour les éléments à présenter. Son sourire s'est effacé. Des preuves? Tu crois que la police va bouger pour ça? Que quelqu'un se soucie d'un inconnu qui veut jouer les héros? Il s'est penché vers moi. J'ai fait 4 missions en Afghanistan. Tu veux savoir ce que j'ai appris? Que le système ne fonctionne pas, que les règles ne comptent pas. La seule chose qui compte, c'est qui est prêt à aller le plus loin. C'est une menace? Non, c'est un conseil. Pars tant que tu peux, Ryan. Ce n'est pas ton histoire. Ce n'est pas ta copine. Ce n'est pas ton bébé. Tu n'es qu'un type ordinaire embarqué dans un truc qui le dépasse. J'en sais assez. Il s'est mis à rire. Non, tu ne comprends pas. Becky et moi, on a un passé. 4 ans ensemble. Ce n'est pas le genre d'histoire qu'on efface d'un coup. Elle est juste perdue en ce moment. C'est la grossesse, les hormones. Elle finira par revenir. Elles reviennent toujours. Le test ADN est clair. Les tests, ça se manipule. Tu sais combien de labos sont prêts à fermer les yeux? Tu penses vraiment que ce bébé n'est pas le mien? Je me suis levé. On en a fini. Rassieds-toi. Sa voix avait changé. Plus froide, plus dure. Je n'ai pas terminé. Si, toi, tu as fini. Je suis parti, mais je sentais encore son regard me suivre. Mes mains tremblaient en arrivant à ma voiture. Je suis resté assis 1 minute, le temps de reprendre mes esprits, puis j'ai appelé mon avocate. Il vient de me contacter, ai-je dit. Il a menacé ma famille. Tu as enregistré? Non, je n'y ai pas pensé. À partir de maintenant, tu enregistres tout, chaque échange. Mais sois prudent, il est loin d'être idiot. Ce n'est pas la première fois qu'il joue à ça. Déjà, j'ai trouvé quelques dossiers. Une autre ex, il y a 2 ans. Plusieurs plaintes déposées, puis tout a disparu. Elle a déménagé en Oregon. Tu sais ce qui s'est passé? Officiellement, elle a laissé tomber. En réalité, elle était terrorisée. 3 jours plus tard, j'ai accompagné Becky chez son nouveau médecin. Le fait que Richard connaisse mon café me faisait vraiment me demander depuis combien de temps il surveillait tous nos faits et gestes. Ces photos prises devant la maison de mes parents, ce n'était pas de la simple curiosité. Ce type avait mené une véritable enquête sur quelqu'un qu'il était censé avoir rencontré à une baby shower. Dans la salle d'attente, remplie de couples heureux, Becky m'a serré la main quand un homme grand est entré. « Ça va ?» ai-je chuchoté. Ce n'est pas lui, mais je comprenais sa peur. Chaque porte qui s'ouvrait pouvait être Richard. Chaque pas derrière nous. Le médecin lui a pris l'attention 3 fois tellement elle était haute. « Il va falloir trouver des moyens de vous détendre », a-t-il dit. Ce stress n'est bon ni pour vous ni pour le bébé. Becky a failli éclater de rire. Se détendre, bien sûr. Tout va bien chez vous? On s'est regardé. Comment expliquer à quelqu'un ce qu'on traversait? C'est compliqué, a fini par dire Becky. Ce soir-là, au 8e jour, un huissier a frappé à la porte de Blake. Des documents officiels. Richard lançait une procédure pour obtenir la garde, prétendant que Becky était une mère inapte. Blake a parcouru les papiers, le visage de plus en plus cramoisi à mesure qu'il lisait. Il affirme qu'elle est instable mentalement, qu'elle lui refuse l'accès à son enfant, qu'elle vit avec un inconnu violent. « Violent ?» ai-je protesté. « Je n'ai jamais... » Il tord tout. Il prétend que tu l'as agressé à la baby shower. Blake a balancé les papiers à travers la pièce. Il se sert du système contre nous, il nous pousse à nous battre au tribunal pendant qu'il continue à nous harceler. 9e jour. Je suis retourné à mon appartement pour récupérer quelques affaires. Monsieur Chen m'a croisé dans le couloir. « Cet homme est passé hier », a-t-il murmuré. « Celui avec les tatouages dans le cou. Il voulait quoi »
Il t'a demandé. Il a dit qu'il était le frère de ta copine, qu'il se faisait du souci pour elle. Je ne lui ai rien dit d'autre que ton prénom. Prends garde à toi. 11e jour, tout est parti en vrille. Lorraine m'a appelé, paniquée. Richard était venu à son travail, avait fait une scène dans le hall. Il hurlait que je cachais sa copine enceinte, m'a-t-elle raconté. Les vigiles l'ont mis dehors, mais mon patron est furieux. 1 heure plus tard, Samantha m'a écrit. Il était passé à sa salle de sport aussi, racontant à qui voulait l'entendre qu'elle faisait partie d'un complot pour l'éloigner de son enfant. Il veut faire payer tout le monde depuis la baby shower, a dit Becky quand elle l'a appris. Tous ceux qui m'ont aidé. Ce soir-là, on s'est tous retrouvés chez Blake. Becky, Blake, Lorraine, Samantha et moi. On tentait de dîner comme si tout était normal, puis il y a eu un énorme fracas. Une vitre a explosé dans le salon, puis un autre bruit sourd. Encore un. Des briques volaient à travers les fenêtres. « À terre !» ai-je crié en attrapant Becky pour la protéger. Les chocs se sont enchaînés. La façade, la cuisine, du verre partout. Becky, en larmes, protégeait instinctivement son ventre. Blake appelait les secours. Puis, aussi vite que c'était venu, le silence est revenu. On a entendu le moteur d'un camion rugir et des pneus crisser en partant. « Est-ce que tout le monde va bien ?» ai-je demandé en aidant Becky à se relever. Elle n'avait qu'une petite coupure à la main, rien de grave. On tremblait tous. Le salon était en ruine, du verre partout, des briques au sol. La caméra de sécurité du voisin avait tout filmé. Le camion de Richard, impossible à confondre, lui lançant les briques avant de repartir. Enfin, a soufflé Blake quand la police est arrivée. Enfin, on a des preuves solides. Le détective Dooley s'est déplacé en personne. On l'arrêtera demain matin, a-t-il lâché en observant les dégâts. Là, on est face à du vandalisme aggravé, voire à une agression armée. Il a clairement dépassé les bornes. Mais au fond, tout le monde savait que Richard sortirait aussitôt sous caution et que ce n'était qu'un début. Cette nuit-là, personne n'a vraiment fermé l'œil. Blake a ramassé les éclats de verre jusqu'à 3 heures du matin, malgré nos tentatives pour le convaincre de s'arrêter. Becky, elle, s'est enfermée dans la chambre d'amis, des serviettes coincées sous la porte, assurant que l'odeur du verre lui donnait la nausée. Moi, je suis resté sur le canapé, à guetter chaque bruit de moteur, à me demander si Richard reviendrait finir ce qu'il avait commencé. Le lendemain matin, à 10 heures, le détective Dooley a rappelé. On l'a coincé sur son lieu de travail. Ça a fait grand bruit. Plus tard, on a appris par quelqu'un qui bosse là-bas que Richard avait tout fait pour que tout le monde le voie partir menotté, hurlant partout qu'on l'accusait à tort et que les flics étaient tous pourris. Sa caution a été fixée à 5 000 $, sa mère a payé, il était dehors à 13 heures. 3 heures. Voilà tout le répit qu'on a eu. À 16 heures, son pick-up est passé lentement devant la maison de Blake, vitres baissées, musique à fond, comme pour bien marquer le coup. L'ordonnance d'éloignement précisait qu'il devait rester à plus de 150 mètres, mais la rue était à 151 mètres pile de la porte d'entrée. Il avait pris soin de mesurer. La semaine qui a suivi a semblé interminable, Richard testant chaque limite. Il se garait pile à la frontière de l'ordonnance, apparaissait partout où on venait de passer, toujours dans les clous, toujours calculé. Au bout de 19 jours, on a dû l'affronter au tribunal pour l'audience de garde. Becky était tellement tendue qu'elle a vomi 2 fois le matin même. Elle avait maintenant un ventre énorme et avait du mal à s'asseoir à la table des défendeurs. Richard est arrivé tiré à 4 épingles, cheveux courts, l'air du père soucieux. Son avocate, une femme d'âge mûr connue pour défendre les papas, a dressé un tableau à vomir. Mon client s'est vu refuser l'accès à son enfant de manière systématique, a-t-elle plaidé. Madame Martinez s'est tournée vers un inconnu, un homme qu'elle connaît à peine, pour jouer au père et écarter mon client de la vie de son bébé. Le juge, un homme épuisé d'une 60aine d'années, m'a toisé. « Depuis combien de temps connaissez-vous Madame Martinez ?»« On se connaissait à la fac, monsieur le juge. On s'est retrouvés récemment. » L'avocate a bondi sur l'occasion. « Récemment, c'est-à-dire il y a 2 semaines ? Ce monsieur connaît l'ex-petite amie enceinte de mon client depuis 2 semaines à peine et vit déjà chez elle. Je ne vis pas avec. Il loge chez la mère de Madame Martinez. Il joue à la famille. Il brouille les repères de l'enfant à naître. » Le juge a ordonné un test de paternité à la naissance et, si Richard était bien le père, des visites surveillées. Après l'audience, Becky s'est précipitée aux toilettes et je l'ai entendue vomir encore, Blake lui frottant le dos pendant qu'elle pleurait. « Il va avoir un droit de visite sur mon bébé », répétait-elle. Après tout ça, ils vont quand même lui donner accès. 2 jours plus tard, le détective Dooley m'a conseillé de partir un moment. « Votre présence aggrave la situation. Richard vous voit comme l'obstacle. Si vous partez, ça le calmera peut-être. » Je me suis donc retrouvé dans un hôtel miteux près de la Nationale 9. 40 € la nuit, ça empestait la clope, mais au moins j'étais loin de la maison de Blake. Becky m'envoyait des messages sans arrêt, chaque bruit la faisait bondir, chaque voiture qui passait pouvait être lui. Le 22e jour, Richard a lancé sa campagne sur Internet. Des posts Facebook où il se plaignait qu'on l'empêchait de voir son enfant, des photos de lui et Becky sur une plage où elle souriait. « Voilà comment c'était avant qu'elle ne devienne folle », écrivait-il. « Maintenant, elle ne me laisse même plus sentir mon bébé bouger. Des inconnus s'en sont mêlés, insultant Becky, la traitant d'égoïste, de manipulatrice, l'accusant d'utiliser le bébé comme une arme. » Lorraine et Samantha signalaient tous les posts, mais Facebook leur répondait que ça ne violait aucune règle. Le 25e jour, à 3 heures du matin, mon téléphone a sonné. Blake, affolé, m'annonçait que Becky était en train d'accoucher et qu'elle partait pour l'hôpital mémorial.
J'ai sauté dans mes fringues et pris la route en roulant beaucoup trop vite. Je les ai rejointes à la maternité. Becky serrait la main de Blake entre deux contractions, l'air épuisé et terrifié. « Tu es là ?» a-t-elle soufflé. « Bien sûr que je suis là. » 1 heure plus tard, Richard a débarqué. On l'entendait dans le couloir, réclamant d'assister à l'accouchement. « C'est mon enfant, j'ai des droits !» Les vigiles l'ont tenu à distance, mais sa voix portait jusqu'à la salle. Becky était tellement stressée que les infirmières se sont inquiétées pour elle. On nous a donc déplacés dans une pièce plus loin, mais on entendait encore parfois Richard hurler sur ses droits et sur la discrimination. Cassandra est née à 9h23, pendant que Richard faisait un live sur son téléphone depuis la salle d'attente. « On m'empêche d'assister à la naissance de ma fille. Voilà ce que subissent les pères en Amérique », répétait-il à qui voulait l'entendre. Quand la sécurité a voulu l'empêcher d'entrer, il a bousculé tout le monde et s'est retrouvé devant la nurserie, jusqu'à ce que 3 agents le sortent. Becky tenait Cassandra contre elle, en larmes, mais ce n'était pas des larmes de joie, c'était la peur. Le lendemain, Richard a déposé une demande de garde d'urgence, son avocat plaidant que priver un père de son nouveau-né relevait de la maltraitance. Un autre juge que la dernière fois a ordonné un test de paternité immédiatement. On a prélevé du sang à Cassandra alors qu'elle avait à peine 30 heures, Becky sanglotait pendant qu'on lui piquait le talon. Les résultats prendraient 1 semaine. On a quitté l'hôpital le 28e jour. Richard, parfaitement dans ses droits, était garé sur le parking public dans son pick-up. Il nous a salués en passant, avec le même sourire tranquille que lors du café. La maison de Blake avait changé avec le bébé. Les pleurs de Cassandra la nuit, l'odeur du lait en poudre, des petits vêtements partout. Je passais chaque jour donner un coup de main, faire des courses, m'occuper de Cassandra pendant que Becky prenait sa douche. Tout ce dont elle pouvait avoir besoin. Le 35e jour, les premiers résultats du test de paternité sont tombés. Richard n'était pas le père. On croyait que le cauchemar était enfin terminé. On était vraiment trop crédules. Le même jour, son avocat a déposé une requête, prétendant que le test avait été manipulé et que la chaîne de conservation des preuves avait été rompue. Il réclamait une contre-expertise dans un laboratoire choisi par Richard. Le juge, éreinté par toute cette histoire, a fini par accepter. « Mais comment c'est possible ?» a demandé Becky à son avocate. Le test prouve pourtant qu'il n'est pas le père. Il a le droit de contester les résultats. Le tribunal préfère prendre toutes les précautions, surtout dans ce genre d'affaires, même si l'homme en question est dangereux. Surtout dans ce type de dossier. Ils veulent éviter toute accusation de parti pris. Richard, lui, savait parfaitement jouer avec les failles du système. Il passait sans cesse en voiture devant la maison de Blake, jusqu'à 6 fois par jour, toujours juste en dessous du seuil permettant de le poursuivre pour harcèlement. Il croisait Becky à l'épicerie, toujours pile après son passage. Parfait hasard, toujours dans la légalité. Le 38e jour, il est venu me retrouver à mon travail, accompagné de 2 types costauds. Ils ne bloquèrent pas vraiment les issues, mais c'était tout comme. « Je veux juste discuter », a lancé Richard, les mains en l'air, comme s'il était parfaitement raisonnable. Mes collègues nous observaient à travers les vitres de la salle de réunion. J'ai immédiatement envoyé un message à Becky pour qu'elle prévienne la police, tout en tenant Richard à l'œil, parlant de tout et de rien. La météo, le dernier match, n'importe quoi pour faire passer le temps. « Tu sais qu'elle se sert de toi, pas vrai ?» a lancé Richard. « Dès que tout ceci sera terminé, elle t'enverra balader. Pour elle, tu n'es qu'un pion. » Ses comparses se sont rapprochés, sans me toucher, mais assez pour que je sente l'odeur de tabac froid. Quand le détective Dooley a conseillé à Ryan de partir, je me demande si, au fond, ça n'a pas empiré la situation. Est-ce que Richard s'est senti plus libre d'agir une fois débarrassé de Ryan, qui jusque-là nous protégeait? La police est arrivée juste au moment où l'un d'eux posait une main sur mon épaule. Ils sont tous repartis sans être inquiétés. Encore un malentendu. Après ça, ma patronne m'a convoqué. « Ça ne peut plus durer », a-t-elle dit. « Je comprends ta situation, mais on ne peut pas gérer ça au boulot. Prends quelques jours ou trouve un autre poste. » 39e jour. Le 2e test de paternité a confirmé que Richard n'était pas le père de Cassandra. L'avocat a tenté de remettre en cause la chaîne de conservation une fois encore, mais le juge était arrivé à saturation. « Monsieur Thompson, vous avez eu droit à 2 tests indépendants. Les 2 indiquent que vous n'êtes pas le père biologique. Toute nouvelle demande en ce sens, et vous serez poursuivi pour outrage au tribunal. » Richard s'est levé si brutalement que sa chaise a basculé. Son avocat l'a rattrapé par le bras, lui a soufflé quelques mots, puis ils ont quitté la salle d'audience. Richard a claqué la porte si violemment que l'huissier l'a suivi. Cette nuit-là, la maison de Blake a été couverte d'insultes à la bombe de peinture, visant Becky. Comme par hasard, les caméras de sécurité s'étaient arrêtées de fonctionner 1 heure avant. Cassandra a pleuré toute la nuit. Elle sentait la tension générale. « Je devrais peut-être le laisser voir, la petite », a soupiré Becky, épuisée, le lendemain matin. « Si je lui cède un peu, il va peut-être lâcher prise. On ne peut pas négocier avec quelqu'un comme lui, lui ai-je répondu. Ce ne sera jamais assez. » Le 40e jour, le détective Dooley est passé. Richard perd complètement pied. Les hommes de son genre, quand ils se sentent acculés, ils peuvent devenir incontrôlables. À votre place, je quitterai la ville. Je n'en ai pas les moyens, a répondu Becky. Je viens d'avoir un bébé. Je n'ai ni argent ni travail. Alors prenez une chambre d'hôtel. Bougez. Ne restez jamais au même endroit. Ce soir-là, la mère de Richard a appelé, en larmes. Blake l'a passé en haut-parleur. Il boit, sanglotait-elle. Il dit que si sa famille lui échappe, il ne veut pas qu'elle soit à personne.
J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Cette nuit-là, nous avons fait nos valises et trouvé un hôtel à 30 km qui acceptait l'argent liquide sans poser de questions. Le 43e jour, Lorraine a appelé avec de mauvaises nouvelles. Richard avait mis la main sur la liste des invités à la baby shower qu'il avait récupérée auprès du lieu de réception sous prétexte de préparer une surprise pour Becky. Depuis, toutes les personnes présentes ce jour-là recevèrent des appels bizarres et des voitures inconnues tournèrent dans leur rue. On a volé le sac de sport de Samantha dans sa voiture. La gérante du club de golf a retrouvé ses pneus crevés. Il s'en prend à tous ceux qui m'ont aidé, a murmuré Becky. C'est de ma faute. 50e jour, 2h du matin. L'alarme incendie de l'hôtel s'est déclenchée. Tout le monde s'est retrouvé en pyjama sur le parking, dans un chaos total. Au milieu des enfants qui pleuraient et des chiens qui aboyaient, Richard a surgi à côté de Becky. « Joli bébé !» a-t-il glissé en effleurant la tête de Cassandra avant de disparaître dans la foule. La sécurité de l'hôtel a prétendu n'avoir aucune trace de lui. Aucune caméra ne l'a filmé. Mais on savait très bien qu'il était venu. Il voulait nous prouver qu'il pouvait nous atteindre n'importe où. Ce matin-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé Richard directement. Enfin, prêt à parler d'homme à homme. Il a décroché aussitôt. Rendez-vous au parc Riverside, 2h, juste toi et moi. Alors tu prends enfin les choses en main, le héros. Viens seul. Je n'ai rien dit à Becky. Elle aurait sans doute tout fait pour m'en empêcher. Mais il fallait qu'on sorte de cet engrenage. On ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. À 2h, je l'attendais à une table de pique-nique, au milieu du parc, entouré de monde. Richard est arrivé accompagné de ses 2 compères, malgré sa promesse de venir seul. « C'est pour la sécurité », a-t-il expliqué en s'installant en face de moi. « Voilà ce que je propose. Tu disparais, tu arrêtes de jouer au papa, et je laisse Becky tranquille le temps qu'elle comprenne qu'elle a besoin de moi. Les femmes finissent toujours par revenir, surtout avec un bébé. Elles n'y arrivent pas toutes seules. Et si je refuse, alors ce sera pire pour toi. Tes parents, à Modesto, jolie maison. Ta sœur est prof de CE2, non? De gentils petits élèves dans sa classe. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré que j'enregistrais. Tu viens de menacer ma famille? Tout est enregistré. Ses amis ont tenté d'attraper le téléphone, mais je me suis reculé à temps. Les passants commençaient à se rendre compte qu'il se passait quelque chose d'anormal. Tu te crois malin? Le visage de Richard était écarlate. Ton enregistrement ne vaut rien. Je connais des juges, des avocats, je sais comment marche ce système. Peut-être, mais ça suffit pour du harcèlement aggravé avec tout le reste. Ce soir-là, j'ai confié l'enregistrement au détective Dooley. Il l'a écouté 2 fois, en prenant des notes. Avec tout ce qu'on a déjà, ça devrait suffire pour une plainte pour harcèlement aggravé. On l'arrête demain matin. Je n'en ai pas encore parlé à Becky. Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs, au cas où tout tournerait mal. Cette nuit-là, on était de retour à l'hôtel. Un autre, cette fois, plus proche du centre-ville. Becky et Cassandra dormaient ensemble dans le lit, pendant que je m'étais installé par terre, près de la porte. Vers 3h du matin, j'ai entendu du bruit à la porte communicante, celle qui reliait notre chambre à celle d'à côté. J'ai entendu un déclic. La porte s'est ouverte, et Richard est entré, le couteau du baby shower à la main, le même que Becky avait utilisé pour couper le gâteau le jour de son arrivée. Becky a crié, serrant Cassandra contre elle. Richard s'est précipité vers elle et je me suis jeté sur lui. On a roulé jusque contre le meuble télé, le couteau a volé à travers la pièce. Il était puissant, il savait se battre, mais j'étais plus grand, et cette fois j'avais une vraie raison de me défendre. On s'est battu au sol, on a renversé des meubles. Il a fini par m'attraper à la gorge, jusqu'à ce que je lui mette un genou dans le ventre. La sécurité de l'hôtel a débarqué au moment où il récupérait le couteau. Ils étaient 3 pour le retenir. Il hurlait, parlant de ses droits, de son bébé, de sa vie volée. La police n'a pas tardé à arriver. Et là, plus rien n'était comme avant. Effraction, agression armée, tentative d'enlèvement, tout filmé par les caméras. C'est vraiment fini? Demandait Becky encore et encore, en serrant Cassandra, pendant qu'elle racontait tout à la police. Il ne pourra pas sortir sous caution, hein? Non, pas cette fois, a répondu le lieutenant Dooley. Cette fois, il reste en prison. Jour 81, le procès de Richard. La salle était pleine de femmes, pas seulement celles du baby shower, mais d'autres aussi, qu'il avait connues avant. Son ex d'il y a 2 ans avait pris l'avion depuis l'Oregon pour venir témoigner. Elle a raconté des mois de harcèlement, avoir tout quitté pour lui échapper. L'une après l'autre, les femmes ont pris la parole, toutes avec la même histoire. Au début, il était charmant, puis il devenait de plus en plus possessif. Et enfin, violent dès qu'elles tentèrent de s'en aller. Richard était là, en combinaison orange, rien à voir avec le père inquiet qu'il voulait faire croire. Son avocat a bien essayé de plaider des troubles liés à son passé militaire, mais le juge n'a rien voulu entendre. 8 ans de prison. À l'annonce du verdict, Becky s'est effondrée en larmes de soulagement, tandis que Cassandra dormait tranquillement dans son siège, comme si tout allait bien. Jour 95, j'emménageais dans mon nouvel appart. L'ancien me paraissait irrécupérable, rien qu'à savoir que Richard y avait traîné et qu'il m'avait observé. Becky et Cassandra sont venus m'aider à déballer. C'était un peu étrange. On avait été réunis par le chaos et maintenant tout était terminé. « Tu nous as sauvé la vie », a dit Becky en tenant Cassandra alors que je montais une étagère. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas à le faire. » « Si, justement. Tu n'étais obligé à rien. Tu aurais pu partir au début. »« Non, » j'ai répondu. « Je n'aurais pas pu. » On a continué à ranger en silence. Puis Cassandra, depuis les bras de sa mère, m'a tendu les bras.
Je l'ai prise et elle a attrapé mon nez en riant. Elle t'aime bien, a soufflé Becky. Jour 125, Becky m'a envoyé une vidéo de Cassandra qui riait devant la télé. On s'envoyait plus de messages, des petites choses, rien de très important. Elle m'a dit qu'elle recommençait enfin à dormir la nuit. Je me suis rendu compte qu'elle me manquait plus que je ne l'aurais cru. Ça te dirait un café un de ces jours ? Ai-je proposé. Quand tu as une babysitter ? Avec plaisir, m'a-t-elle répondu. Jour 140, je les ai croisés par hasard au supermarché, première fois qu'on se voyait sans avoir prévu. Cassandra était dans sa poussette, jouant tranquillement. Dès qu'elle m'a vu, elle a tendu les bras vers moi en ouvrant et refermant les mains. Elle se souvient de toi, a souri Becky. Elle ne fait pas ça avec tout le monde. On a fait les courses ensemble, sans vraiment se concerter, bavardant de tout, du temps, des films à voir, de Cassandra qui commençait à ramper. Tout semblait si simple, naturel. À la caisse, la caissière a dit « Votre fille est adorable ». On n'a rien corrigé. Jour 147, premier anniversaire de Cassandra, cette fois chez Blake, avec de la vraie joie, sans craindre quoi que ce soit. Le salon débordait de gens qui étaient devenus une famille à force d'épreuves. Lorraine et Samantha étaient là, ainsi que d'autres femmes du fameux baby shower. « Tu fais partie de la famille maintenant », m'a lancé Blake en me serrant dans ses bras. « Après tout ça, t'es des nôtres. » Ce jour-là, Cassandra a fait ses premiers pas, chancelante entre Becky et moi, sous les applaudissements et les flashs des téléphones. Pendant quelques instants, c'était enfin la fête qu'on aurait dû avoir dès le début. Puis le téléphone de Becky a vibré, un appel de la prison. Elle a juste jeté un œil à l'écran avant de refuser l'appel. « Il ne gâchera pas cette journée », a-t-elle dit. Le lendemain matin, le détective Dooley a appelé. Richard avait été blessé lors d'une bagarre en prison. Il avait voulu imposer son petit numéro à la mauvaise personne et avait fini à l'infirmerie. Il allait s'en sortir, mais il serait en isolement quelque temps. « On n'arrive pas trop à le plaindre », a commenté Dooley. C'était vrai, mais il y avait autre chose aussi. Ce soulagement de savoir qu'il commençait à comprendre que ses actes avaient des conséquences. Jour 178, Becky et moi étions officiellement ensemble. C'est venu doucement, petit à petit, après tout ce qu'on avait traversé. Mais c'était devenu réel. Cassandra m'appelait Rai Rai et me tendait les bras dès que j'arrivais. On n'évoquait pas beaucoup Richard, mais il laissait son ombre. Dans la façon dont Becky vérifiait les serrures 2 fois, se raidissait si un camion ressemblant au sien passait ou gardait une bombe lacrymo dans chaque pièce. « Ça finit par disparaître, tu crois ?» m'a-t-elle demandé un soir. La peur ? Je ne sais pas, ai-je avoué, mais elle finit par s'atténuer. 2 semaines plus tard, alors qu'on commençait à croire qu'on en avait enfin fini avec la peur, on a compris que Richard n'avait pas dit son dernier mot. Pas directement, il était toujours incarcéré, mais cette fois, il passait par sa mère. Un matin, un huissier s'est présenté chez Becky, pendant que Cassandra prenait son petit déjeuner en tartinant de la banane partout. Au coup frappé, Becky a ouvert, pensant que c'était le gardien. « Becky Martinez ?» a demandé l'homme. « Oui, il lui a tendu une pile de documents. Vous êtes assigné. » Elle m'a appelé tout de suite, la voix tremblante. La mère de Richard m'attaque pour obtenir des droits de visite en tant que grand-mère. Le timing de cette procédure de la mère de Richard ne me paraît pas anodin, c'est clairement calculé. À peine avait-elle commencé à retrouver un semblant de sérénité que tout a basculé. Quand elle les appelait en pleurs à cause de Richard qui buvait, ça prenait aujourd'hui une toute autre dimension, surtout en sachant qu'elle préparait en réalité une action en justice contre elle. Elle réclamait un droit de visite pour Cassandra. J'ai aussitôt filé chez Becky. Le dossier était épais, bourré de jargon d'avocat, mais le message ne laissait aucune ambiguïté. La mère de Richard exigeait de voir sa petite fille et accusait Becky de lui interdire l'accès par pure rancœur. Mais les tests ADN, ai-je protesté en parcourant les papiers, Richard n'est même pas le père. Elle parle de lien d'attachement, a expliqué Becky. Elle dit qu'elle s'était préparée à accueillir ce bébé, qu'elle avait acheté plein de choses, qu'elle avait déjà créé des liens. Quels liens ? Elle n'a jamais vu Cassandra. Blake est arrivé 1 heure plus tard avec son avocate. Elles ont tout épluché, pris des notes. C'est du harcèlement par personne interposée, a lâché l'avocate. Richard ne peut rien faire depuis sa cellule, alors il se sert de sa mère. Sauf qu'elle n'a aucun argument juridique. Les tests ADN sont irréfutables. L'affaire a été vite expédiée, classée sans suite 3 semaines plus tard. Le juge n'a même pas laissé la mère de Richard aller au bout de ses explications avant de l'interrompre. Mais malgré tout, il a fallu se présenter devant le tribunal, payer les avocats, revivre encore une fois tout ce cauchemar. Même enfermé, Richard trouvait encore le moyen de semer le trouble dans nos vies. Les 6 mois suivants se sont déroulés sans histoire. Avec Becky, on a pris un rythme. Les dîners du dimanche chez Blake, emmener Cassandra jouer au parc, les soirées films quand on trouvait quelqu'un pour la garder. On bâtissait quelque chose de solide, où la crise ne dictait plus tout. Le jour des 360 jours, on était justement au parc Riverside, celui où j'avais affronté Richard. Cassandra lançait du pain au canard, poussant des petits cris excités dès qu'il s'approchait. À ce moment-là, un homme est sorti du parking et s'est dirigé vers nous. Il avait la même stature que Richard, la même démarche lourde. J'ai senti Becky se raidir. Elle a aussitôt attrapé Cassandra pour la rapprocher d'elle. Moi, j'ai avancé d'un pas pour m'interposer, les poings déjà serrés, prêt à réagir. Mais l'homme a crié « Tommy, Sarah, arrête d'aller si loin !»
2 enfants ont alors déboulé et l'ont rejoint, passant à côté de nous. Juste un papa au parc, rien à voir avec Richard. On s'est regardé avec Becky, puis on a éclaté de rire. Pas un vrai rire de joie, non. Ce rire nerveux qui vient quand on réalise à quel point la peur colle à la peau. Nos mains tremblaient encore. Cassandra ne comprenait pas pourquoi on avait arrêté de nourrir les canards. 6 mois de thérapie, et je réagis encore comme ça, a soupiré Becky. On est 2, lui ai-je soufflé. Ce soir-là, une fois Cassandra endormie, on est revenu sur le sujet. Le moindre bruit, un moteur de camion qui démarre, une porte qui claque, tout nous faisait sursauter. On vérifiait les verrous à plusieurs reprises. On s'est dit qu'on garderait sûrement toujours une part de cette peur en nous. Mais on avance, a dit Becky. Pas aussi vite que je voudrais, mais on progresse. 1 mois plus tard, j'ai su que je voulais épouser Becky. Pas par solidarité née du traumatisme, ni parce qu'on avait survécu ensemble à la crise, mais parce qu'elle chantait chaque soir pour Cassandra, même épuisée, parce que ses blagues pourries arrivaient encore à me faire rire, parce qu'elle reconstruisait sa vie avec une force incroyable. J'ai appelé Lorraine et Samantha pour les embarquer dans la préparation. Je veux la demander en mariage dans la salle où on avait fait la baby shower. Je leur ai annoncé. C'est soit très romantique, soit un peu glauque, a rigolé Lorraine. Peut-être un peu des deux, ai-je reconnu. Mais c'était là que tout avait commencé pour nous. Là que notre vraie histoire avait pris racine. La salle avait changé de propriétaire. L'ancien l'avait vendue après tous les incidents. La nouvelle propriétaire était ravie de nous la prêter pour une petite fête. J'ai fait croire à Becky qu'on allait à l'anniversaire d'une amie. Elle était méfiante, mais elle a joué le jeu. Quand on est entré, la pièce était remplie de visages familiers. Toutes les femmes de cette baby shower mémorable. Blake, Lorraine, Samantha, toutes celles qui nous avaient soutenus. « C'est quoi tout ça ?» a demandé Becky, intriguée. Je me suis agenouillé à l'endroit même où elle ouvrait ses cadeaux. Ce fameux jour où Richard avait tout fait basculer. On a démarré ici sur un mensonge, ai-je commencé. 2 inconnus m'ont demandé de faire semblant d'être ton petit ami, de prétendre être le père de Cassandra. Mais à un moment, ce n'était plus du tout un jeu. Cassandra est venue me rejoindre en titubant, croyant sûrement qu'on jouait, et s'est agrippée à mon épaule. Je t'aime, ai-je dit à Becky. J'aime Cassandra. J'aime la famille qu'on a bâtie à partir de ce qui aurait pu tout détruire. Veux-tu m'épouser ? Becky a fondu en larmes en disant oui. Tout le monde a applaudi. Cassandra a tapé dans ses mains parce que tout le monde le faisait, puis elle a réclamé un biscuit. C'était tout simplement parfait, justement parce que ce n'était pas parfait. 3 mois plus tard, on s'est mariés lors d'une petite cérémonie chez Blake. Dans cette même maison où, autrefois, des briques avaient traversé les fenêtres, où on s'était terré, mort de peur. Cette fois, elle était pleine de fleurs blanches et de guirlandes lumineuses. Blake a accompagné Becky jusqu'à l'hôtel, puisque son père était décédé depuis longtemps. « Tu as sauvé ma fille », m'a-t-elle glissé à l'hôtel. « Tu les as sauvées toutes les 2. » Cassandra jouait le rôle de petite fille d'honneur, même si elle s'est surtout amusée à lancer des pétales sur les invités en éclatant de rire. Lorraine et Samantha étaient les demoiselles d'honneur de Becky. Mon ancien coloc de fac était mon témoin, encore un peu abasourdi de me voir passer de célibataire à marié avec enfant en moins de 2 ans. Pendant les vœux, j'ai regardé Becky et j'ai dit « Je promets de te protéger, toi et Cassandra, de toujours me placer entre vous et le danger, d'être le père que Cassandra mérite et le mari dont tu as besoin. » Dans ses vœux, Becky a répondu « Tu nous as choisis alors que tu n'y étais pas obligé. Tu es resté quand la situation est devenue dangereuse. Tu as su nous aimer quand on était brisé. Je te promets de te choisir chaque jour. » Même l'officiante avait les larmes aux yeux. La réception a eu lieu dans le jardin de Blake. Personne n'a parlé de Richard, mais son absence planait dans l'air. Le vigile à la porte embauché par Blake, juste au cas où. La façon dont Becky sursautait quand une voiture pétaradait dans la rue. La bombe lacrymo glissait dans son bouquet. Mais, avant tout, c'était la joie qui dominait. Cassandra dansait avec tout le monde. Blake pleurait de bonheur. Et les femmes de la baby shower racontaient comment elle m'avait repéré dans la rue. Il avait l'air rassurant, a déclaré Lorraine dans son discours. On s'est dit que c'était quelqu'un qui saurait gérer la situation. On a eu raison finalement. 2 ans et demi après la condamnation de Richard, on a reçu la lettre. Il demandait une remise de peine pour sortir plus tôt. Bonne conduite, programme de gestion de la colère suivi, tout était en ordre. Il les manipule, a lâché Becky en froissant la lettre, comme il me manipulait. On a été obligé de venir témoigner à l'audience, tout comme les autres victimes. Même la femme venue de l'Oregon était là, et 2 autres ex qu'on ne connaissait pas se sont présentés. La salle était pleine de femmes abîmées par Richard. Chacune notre tour, on a expliqué pourquoi il ne devait surtout pas sortir, en décrivant ses méthodes, sa façon de faire monter la pression, et comment il avait appris à contourner le système sans jamais vraiment changer. Richard attendait, vêtu de sa combinaison orange, plus petit qu'avant, marqué par la prison. Mais quand il posait les yeux sur Becky, il avait encore cette même colère froide. Sa mère, assise parmi le public, nous lançait des regards noirs. Quand la libération conditionnelle a été refusée, elle s'est levée d'un bond. « Vous avez bousillé sa vie », a-t-elle crié à Becky. « Il t'aimait. Il voulait juste sa famille. » Les agents de sécurité l'ont escortée dehors alors qu'elle continuait de hurler qu'on avait détruit son fils.
Richard n'a rien raté de la scène, affichant ce même sourire tranquille qu'il avait au café. À la sortie devant le tribunal, les autres femmes se sont rassemblées autour de Becky et moi. « Merci de l'avoir arrêté », a dit l'une d'elles. « Je n'aurais jamais pu le faire seule. »« On l'a fait ensemble », a répondu Becky. Quand Cassandra a fait sa rentrée en maternelle, on aurait dit qu'on vivait enfin une existence presque normale. Elle rayonnait, insouciante, totalement étrangère à tout ce qui avait précédé. Dès le premier jour, elle a filé vers sa classe sans même se retourner, prête à croquer l'aventure à pleines dents. Elle est vraiment courageuse, a soufflé Becky en la regardant partir. Elle tient ça de toi. Becky était de nouveau enceinte. Cette fois-ci, c'était un vrai choix, et on l'a fêté dès le début. Plus de peur pour l'annonce, plus d'angoisse à l'idée de la baby shower. Blake a organisé la fête chez elle, encore une fois. Même salon. Et pourtant, tout avait changé. Les fenêtres étaient désormais en verre renforcé, la seule concession de Blake au passé. Mais à part ça, il n'y avait que de la joie. Lorraine et Samantha étaient là, bien sûr, et étaient devenus de vrais amis, plus seulement des alliés de circonstance. Les liens forgés ce jour-là s'étaient transformés en amitié sincère. « Tu te souviens quand on a attrapé Ryan dans la rue ?» a lancé Samantha en posant la main sur le ventre de Becky. C'était sans doute la meilleure décision prise sur un coup de tête. « Ce n'était pas un hasard », a corrigé Lorraine. « On l'a choisi. On a du flair pour repérer les gens bien. La baby shower, c'était un vrai bonheur. Un ennui délicieux. Pas de drame, personne à surveiller, pas de regard stressé vers l'horloge, personne avec un club de golf menaçant, juste des femmes qui dégustent du gâteau et rient à des jeux un peu ridicules sur les goûts de petits pots pour bébé. Quand quelqu'un a frappé à la porte, j'ai été la seule à sursauter. Mais ce n'était que le livreur de pizza commandé par Blake. Cette pointe d'inquiétude, elle restera sûrement toujours là, tapie quelque part. Notre fils est né 2 mois plus tard. Nous l'avons appelé Marcus. Cassandra était fascinée. Elle voulait sans cesse le porter, lui donner à manger, lui montrer tous ses jouets. Marcus avait 2 ans quand Cassandra a commencé à nous poser des questions plus délicates. Elle avait 5 ans, vive d'esprit. Et elle remarquait ce dont parlaient les autres enfants. On lui apprenait à faire du vélo devant la maison. Je courais à côté d'elle, tenant la selle, quand elle s'est arrêtée net. « Pourquoi Marcus n'a pas un autre papa ?» a-t-elle demandé. Emma, à l'école, elle a 2 papas, son premier et son nouveau. Becky et moi, on s'était préparés à cette question. On avait même consulté des spécialistes pour savoir comment répondre. Mais le moment venu, toute cette préparation semblait inutile. Becky s'est accroupie à sa hauteur. « Tu as un papa », lui a-t-elle dit. « Le meilleur, celui qui a choisi de t'aimer. Mais Marcus, lui, il n'a pas eu besoin d'être choisi. Les enfants comprennent tout, parfois. Marcus est né après que papa et moi on se soit mariés, » a expliqué Becky. « Toi, tu es né avant, mais papa t'aimait déjà tellement fort qu'il a choisi d'être ton papa, même avant de te connaître. » Cassandra a réfléchi. « Donc je suis spéciale parce qu'on m'a choisi ?»« Exactement, » ai-je répondu. Elle avait l'air satisfaite. « Bon, on refait du vélo alors ?» Et je suis reparti à courir près de son vélo, à la soutenir d'abord puis à la laisser filer, la regarder chanceler mais tenir bon, et je repensais à ce jour où tout a commencé. 2 inconnus m'appelant à l'aide, la panique sur leur visage. Dire oui à leur demande folle avait changé toute ma vie. Richard pourra peut-être refaire une demande de libération dans 3 ans. Sa mère envoie encore parfois des lettres qu'on n'ouvre jamais. Le traumatisme fera toujours partie de notre histoire, mais en voyant Cassandra s'éloigner à vélo, riant et m'appelant pour que je la regarde, je savais qu'on avait gagné. Sa question sur Marcus montre combien les enfants repèrent les différences qui les entourent. Je me demande si elle y pensait depuis longtemps, ou si la question lui est venue d'un coup, en plein apprentissage. Ce n'est pas parce que Richard est en prison, ni parce qu'on se sent en sécurité, mais parce qu'on a réussi à transformer quelque chose de terrible en quelque chose de beau. « Papa, regarde, sans les mains !» a crié Cassandra, vacillant aussitôt. J'ai couru pour la rattraper, comme je l'ai toujours fait, comme j'ai choisi de le faire dès le premier jour. Parfois, les plus belles familles sont celles qu'on se construit. Même si ce choix commence par un parfait inconnu qui vous demande de mentir, de faire semblant, de plonger dans un danger que vous ne comprenez pas. Je referai le même choix, encore et encore. Voilà les amis, c'est la fin pour aujourd'hui. J'ai adoré partager tout ça avec vous et j'espère que répondre à vos questions vous a autant plu qu'à moi. Pensez à liker la vidéo, c'est un vrai coup de pouce, bien plus que vous ne l'imaginez.